question. محمد روی هستم از ایران. نماینده عشایر آن کشور هستم. دو تا سوال دارم. بلندتر بلندتر بلندتر. Ça a l'air de fonctionner apparemment. دو تا سوال دارم. J'ai deux دو questions, تا هشدار دارم و یک deux واقعیت. avertissements. یکی از Et سوال‌ها رو je veux جوابش faire رو part میدم. d'un constat. یکی دیگر J'ai برام déjà la réponse à l'une des questions que je vais poser. آن سوال که جوابش Quant à la رو seconde میدم question, je ne connais pas la réponse. Celle à laquelle je connais la réponse, la voici. Pourquoi est-ce que dans toutes ces politiques, l'élevage, en particulier l'élevage nomadique, pastoraliste, n'est pas inclus? Pourquoi est-ce que le pastoralisme, le nomadisme, l'élevage nomadique n'est pas inclus? Eh bien voilà la réponse, c'est parce que les éleveurs nomades est difficile et mobile se déplacent. Pourquoi les éleveurs nomades africains ne sont pas ici? Eh bien, c'est soit parce qu'ils n'existent pas, ou parce qu'ils n'ont pas pu venir, ou bien parce qu'on ne les a pas invités. J'ai l'impression que je suis le seul éleveur nomade dans cette salle, dans cette réunion. Et ce mode d'élevage est cependant une sorte de société, un groupe très bien défini qui est présent dans beaucoup des parties du monde et qui contribue à la production. Alors je ne vais pas lancer des accusations contre quiconque, parce que ma réflexion dépasse cela. Il semble que rapidement nous nous éloignons de la nature, mais peut-être il me semble que nous allons devoir retourner très rapidement au plus près de la nature, dans l'élevage nomade, ils ont des territoires ancestraux qu'ils utilisent, ils possèdent une certaine richesse, une richesse qu'ils tirent de la nature d'ailleurs. Grâce à cela, و از آنها کمک بگیرن، نه اینکه کمک بکنن، چون ما مستحق کمک نیستیم. ما خیلی قدرتمندیم، چون میدانیم که همه این ماشین ها اینها مصنوعی هستند و وابسته هستند. مثلا یک ماشین به سوخت وابسته است. من اینطوری بگم، یه وقتی خدای ناخواسته کسی از حرفای من ناراحت نشه. پس عشایر را در سیاست ها حتما دخیل بکنن، از آنها کمک بگیرن، حق حقوق آنها را رعایت بکنن. این هشداری دارم به سیاستمداران و عزیزانی که در دنیا در کرسی تصمیم گیری قرار گرفتن. هشدار دوم من به عشایر عزیز است، عشایری که جای آنها خالی است، اما من به نمایندگی از آنها. Cela est très important. Quant à mon avertissement, eh bien c'est un avertissement que je lance aux pasteurs nomades qui ne sont pas ici, à part un. Je voudrais dire à ce groupe qui travaille si durement qu'ils ne doivent pas se laisser piéger si facilement par le type d'approche qui sont une menace aux paysans. Maintenant, s'agissant du constat dont j'aimerais vous
parler. کشاورزان به دنبال این راه میفتن که بازار پیدا بکنن. یکی از شاخص‌های آن بازاریابی است. بخشی از تولیدات کشاورزی من خواهش می‌کنم برادران کشاورز. Nous avons entendu que les paysans cherchent des marchés, améliorer l'accès au marché pour commercialiser leurs produits. Mais bien, mes frères et mes sœurs, en partie, ces produits peuvent être destinés à l'alimentation animale pour l'élevage. Mais lorsque la production augmente et qu'elle est poursuivie de manière industrielle à des fins d'élevage intensif, et là, cela pose beaucoup de menaces. Les pasteurs nomades ne sont pas en moyen d'être en concurrence avec ces systèmes industriels. Il y en a beaucoup qui migrent vers les villes, abandonnent leurs troupeaux et tentent de changer le système d'élevage qu'ils pratiquaient, mais qui malheureusement n'est pas adapté à leur style de vie et à leur savoir-faire. Alors, si c'est cette voie que l'on qu'ils poursuivent, eh bien cela veut dire qu'il y a tout un pan des systèmes ancestraux qui vont disparaître, et ces éleveurs, ce type d'élevage va nécessiter un recours intensif en antibiotiques, en médicaments, et qui va aboutir à l'empoisonnement de bon nombre de produits alimentaires. Ni la production intensive d'élevage, ni les moyens qu'elle utilise ne proposent de solutions. D'autre part, les systèmes sociaux sur lesquels elle repose ne sont pas satisfaisants. Alors j'aimerais serrer la main de mes frères et mes sœurs paysans et paysannes. J'aimerais avec courage, que nous tous main dans la main, n'oublions pas l'élevage nomade qui est une partie importante de l'agriculture africaine, et que la justice sociale soit véritablement mise en œuvre partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors, évidemment, cette question qui est relative à la situation des éleveurs est une question qu'il est difficile de traiter parce qu'au fond, c'est une demande un peu paradoxale qui est faite ici à Agra, c'est d'être attentive à un secteur auquel l'Alliance pour la révolution verte pour l'Afrique ne s'est pas intéressée pour l'instant. Et donc, ça paraît un peu curieux de leur demander d'étendre encore à d'autres domaines l'influence qu'ils exercent. Ils ont déjà l'impression d'être complètement écartelés entre des priorités trop nombreuses. En même temps, la question est fondamentale parce que comment réfléchir l'agriculture sans intégrer à cette réflexion la situation des pastoralistes, c'est ça la question. Après tout, ce sont les mêmes ressources naturelles dont les uns et les autres dépendent. Le fumier produit par les uns peut fertiliser les sols des autres. Ce sont les mêmes familles parfois qui pratiquent les deux activités. Et donc, ça pose toute la question de savoir si on peut traiter un aspect des systèmes agricoles sans aborder tous les autres et sans une lecture plus holistique de la manière dont ces systèmes doivent évoluer. Donc la question, même si elle paraît un peu hors champ, est une question qui paraît pertinente puisqu'elle pose la question de la cohérence entre des activités qu'une fondation Agra poursuit dans un domaine et l'ensemble beaucoup plus vaste dans lequel ces activités s'inscrivent. D'autres réflexions, d'autres propositions? On a encore un quart d'heure avant de clôturer. Pardon.
Moi, c'est Bakary Diarra. Je suis le secrétaire général de l'AOPP, une organisation nationale de Caille jusqu'à Kidal. Bon, je crois que les producteurs, donc nous avons des propositions suivantes. Vous savez, nous sommes dans un contexte où on parle dans toutes les politiques de souveraineté alimentaire. Les conditions pour avoir une souveraineté alimentaire sont claires. Donc, à partir de là, nous faisons nos propositions à Agra par rapport au travail avec les organisations paysannes. Je pense qu'on doit aider les organisations paysannes à améliorer les semences paysannes à travers leurs propres connaissances de ce qu'ils savent faire, ce qui va être durable. Et ce qui va leur permettre aussi de contrôler leurs propres semences, leur propre production. Et ça aussi, cela aussi, il y va par rapport à l'essentiel des intrants. Même quand on parle de fertilité des sols et autres là, tout en dépend. Si on perd des semences, donc on a perdu beaucoup. Et je pense que nous pourrons collaborer dans ce sens-là. Aussi, nous voulons collaborer dans le sens de faire en sorte que les différents États aient des lois qui sécurisent l'exploitation agricole et qui lui permettent d'investir en toute sécurité. En dehors de ça, il n'y aura pas de souveraineté, il n'y aura pas de sécurité alimentaire. Ce sont les fondements. Alors, à partir de ça, on voulait aussi qu'on aide les gens à améliorer l'accès au marché. Ça, si on produit beaucoup, si on n'a pas les moyens d'accéder au marché, donc ça va poser un autre problème. Aussi, nous voulons que les organisations paysannes participent à la mise en œuvre des politiques. Je pense que déjà, il y a beaucoup d'organisations qui sont impliquées dans les orientations politiques qu'on donne au niveau local et national. D'abord, on est dans un cadre où il y a la décentralisation. Et de l'autre côté, au niveau international, il y a des intégrations régionales et autres là qui sont là. Maintenant, il y a des organisations qui sont impliquées dans ces politiques-là. Donc, il serait bien qu'Agra arrive à travailler avec eux dans un cadre complémentaire, en synergie, pour que alors, ces politiques-là qui sont là soient au bénéfice de tout ce que nous voulons tous. Sinon, on n'est pas sûr de réussir. Donc, et l'autre, la production, c'est l'équipement. Nous avons constaté que dans beaucoup de choses, il y a très peu d'équipements. Les paysans ont difficilement accès aux équipements. Maintenant, il faudrait que Agra travaille avec les organisations paysannes pour qu'il y ait une facilitation d'accès aux équipements, pour que les gens puissent mieux produire. Et s'il n'y a pas d'équipement, ça ne va pas. Quand on prend même cette année, dans beaucoup de nos régions au Mali, ceux qui ont les équipements ont réussi. Mais ceux qui n'ont pas d'équipement ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas pu travailler à temps. Alors, et quand on va aussi dans toutes les questions de transformation, de mise en marché, de chaîne de valeur, il y a tout un système qu'il faut avoir et que les gens doivent avoir les moyens de le faire et à temps. Sinon, il y a beaucoup de pertes. Aussi, nous voyons le cadre de la communication. Je crois qu'à Agra, ils ont dit qu'il faut améliorer la communication. Mais quelle communication? Où? Avec qui? Donc, il y a la communication interne sur les acquis. Parce que vous voulez atteindre 20 millions. Mais si les paysans eux-mêmes ne se parlent pas, ne se communiquent pas sur les acquis, ça ne va pas marcher. En ce moment, comment aider les organisations paysannes à faire ça? Et aussi, améliorer votre communication en direction de vous pour que vous puissiez informer à temps sur ce qui est là et ce qui sont les différents problèmes pour qu'ensemble, on puisse trouver la solution. Bien entendu, à condition que vous travaillez avec les organisations paysannes qui ont des expériences à la matière sur leur territoire et qui ont des capacités de négociation et de dialogue avec l'environnement et avec tout le monde. Et aussi, on ne peut pas l'oublier, il faut travailler avec les femmes qui ont toute une histoire de transformation. Donc, et renforcer leurs capacités et aussi les aider à s'équiper avec des équipements de transformation et renforcer leurs capacités de communication et de mise en marché. Les aider à accéder au marché, à commercialiser aussi bien leurs produits. Donc, ce sont
les quelques observations, propositions que nous avons voulu faire à Agra. Mais Boukari Bari, avant de partir, ces propositions, au fond, ce sont les fonctions d'un ministère de l'Agriculture de les remplir. Et donc c'est un peu curieux de voir ces demandes adressées à Agra, même si certainement elles sont entendues et bienvenues. Est-ce que ce sont des propositions, des demandes qui sont adressées au ministère de l'Agriculture du Mali, du Burkina Faso, d'autres pays de la région? Et si oui, comment est-ce qu'ils répondent? Parce que aider les organisations paysannes à améliorer leurs propres semences, améliorer l'accès au marché, améliorer l'accès aux équipements, après tout, on se dit, c'est quand même le rôle d'un ministère de l'Agriculture. Comment est-ce que les organisations paysannes voient la coexistence entre les politiques agricoles, entre les mains de ministères, de l'État, et d'autre part, le travail d'Agra? Bon, merci de la question. Vous savez, alors, les différents pays, quand on voit les politiques, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une différence. Il y a eu beaucoup d'engagements pour dire que les États disent qu'ils vont investir tel montant, tel pourcentage. Mais en réalité, quand tu fais une évaluation, il n'y en a pas. Et quand tu vois aussi tout ce qui est le processus, l'ajustement structurel, là où on dit aux États de se désengager des activités de production, de commercialisation, on fait que les États, sur le plan investissement, ils n'ont pas de capacité, ils n'investissent pas du tout. Et quand on voit aussi tout le processus d'élaboration, quand on voit le cas du Mali, la loi d'orientation agricole, les organisations paysannes ont fait tous les débats, toutes les concertations. Et aujourd'hui, on est dans une phase d'élaboration des textes par rapport à ça. Et si les organisations paysannes ne sont pas impliquées, ça peut faire donner un effet contraire. Donc quand on voit les capacités d'investissement de nos États par rapport à l'agriculture, il est trop faible. Donc en ce moment, dans un cadre complémentaire, peut-être que vous avez vu la communication des paysans, ils ont dit que tous les fonds viennent de l'extérieur, mais qu'ils auraient souhaité que les États contribuent. Donc ça, c'est un vœu. Mais ce qu'on a aujourd'hui, Agra est en face. Ils ont dit qu'ils ont une certaine capacité, qu'ils ont des trucs là, ils ont une certaine volonté. Mais nous, on propose, pour demander une contribution, peut-être que les États font quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être que dans un cadre complémentaire, nous avons dit qu'on veut collaborer. Pourquoi? Parce qu'on veut demander et aux collectivités et aux États de contribuer à toutes choses. Quand tu vois, par exemple, les questions foncières, nous, les organisations paysannes dans la région de Sikasso, nous avons demandé au préfet et au maire d'adopter le décret, la décision pour portant création des commissions foncières. Et il y a 154 commissions foncières qui ont été créées. Mais si Agra veut investir pour Sikasso grenier, mais il n'y aura pas de grenier s'il n'y a pas de sécurité foncière. Tant qu'il y a des conflits fonciers, il n'y aura pas. Mais les instruments pour faciliter la négociation, on a contribué à les mettre en place. Donc l'ensemble des acteurs, État, collectivités, organisations paysannes et partenaires au développement, doivent chacun, en ce qu'il soit possible, mettre ensemble les efforts pour le développement de notre agriculture, pour que la production soit ce qu'il soit, pour atteindre les objectifs que chacun se fixe. Donc la raison pour laquelle je posais cette question, c'est que naturellement les États qui conduisent des politiques en matière d'agriculture sont contrôlés par les populations à travers les élections. Et les gouvernements impopulaires qui ne travaillent pas au service de la population perdent les élections. Et quand des organisations privées assument des fonctions quasi publiques d'investissement dans les infrastructures, de stockage, de formation des paysans, de soutien à la recherche en vue de bénéficier aux paysans, effectivement on se pose des questions semblables en termes de reddition des comptes et de responsabilité. Et c'est pour ça que cette comparaison entre le ministère de l'Agriculture désargenté d'un côté et une fondation privée comme Agra de l'autre paraissait intéressante à explorer. Voilà, d'autres questions peut-être? Je suis ravi qu'il y ait beaucoup de candidats. Je vais peut-être commencer par une dame. Beaucoup d'hommes. Merci beaucoup, Ibrahim. Non, mais donc Ibrahim qui va. On va donner la parole tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur, pour m'avoir donné la parole. Bonjour tout le monde. Après avoir assisté pendant ces 3 jours de discussion, d'échange et de dialogue, j'ai retenu 3 recommandations à faire sur les 3 points, sur les semences, sur la fertilité
et sur les politiques. Par rapport aux semences, la recommandation que je voudrais partager avec vous, je recommande aux donateurs ou à AGRA de pousser leurs recherches en incluant l'aspect participatif à améliorer les variétés des cultures africaines pour un meilleur rendement, de meilleure qualité nutritive et une meilleure adaptation à des environnements difficiles et variables. Et par rapport à la fertilité des sols, je recommande d'augmenter la fertilité des sols tout en améliorant l'accès des petits producteurs aux engrais organiques et minéraux. Et par rapport à la question des politiques commerciales, soutenir des politiques commerciales régionales qui mettent à niveau le champ d'action des petits producteurs africains à l'agriculture subventionnée des pays industrialisés pour une compétitivité sur le marché mondial ou même sur leur propre zone ou leur terrain. Donc, c'est les 3 recommandations que j'avais à partager avec vous sur les 3 points. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Omer va prendre la parole. Je crois que j'ai vu aussi Fadel Ndiamé lever le bras, non? C'est ça? Peut-être Fadel, d'abord Omer, et puis vous, comme ça, d'autant plus qu'il y aura peut-être des choses qui viendront auxquelles vous voudrez réagir. Omer. Oui, voilà, je vous remercie. Et vous pouvez constater que chaque fois quand je me présente, je parle du syndicat paysan. Nous, on a essayé toutes les formes d'organisation. On a essayé de tout faire. On a trouvé que tout ce que l'on peut faire pour trouver une approche de solution au problème des paysans, vraiment, c'est d'influencer les politiques agricoles. C'est de là on est allé au syndicalisme paysan. Je serai très bref. Et tout ce que moi j'ai à dire ici, après les expériences, les études et tout ça, mais on s'est entendu. Nous tous, on a compris que personne ne gouverne vraiment la recherche agricole. C'est seulement ceux qui ont l'argent qui gouvernent la recherche agricole. Que ce soit les chercheurs, les paysans et tous, aucun de nous ne peut gouverner, ne sait comment est-ce que... C'est-à-dire que nous sommes juste des pignons. Mais les chercheurs n'ont pas d'argent. Et comme Agra l'a dit ici, ce sont les gouvernements qui définissent leur politique. Et là, la seule chance qu'on a, heureusement, on a un député ici qui représente le peuple. Oh, je ne sais pas, je ne connais pas tous les rouages de la politique et tout ça, mais je pense que c'est lui qui est la porte-parole des paysans ici. Parce que c'est eux, ou bien, ce qui représente le peuple. C'est eux qui disent au gouvernement, voilà, nous on représente le peuple, voilà ce que le peuple veut et tout ça. Donc, moi, je vais, les 2 propositions que j'ai, c'est qu'il faut que les représentants du peuple puissent dire aux décideurs ce que le peuple veut. Donc, c'est un document, tout ce que le travail qu'on a fait ici, c'est un document des gens qui veulent le développement, mais qui n'ont pas les moyens du développement et qui ne décident pas du développement. Alors, on demande à ce qu'on porte leur voix, qu'on dise que les peuples de l'Afrique de l'Ouest, voilà ce qu'ils veulent. Et là, ça sera dans un document et c'est ceux qui ont la possibilité de parler à des endroits plus indiqués, c'est eux qui pourront le dire. Moi, je ne peux pas être à l'Assemblée, je ne peux pas être à l'ONU, je ne peux être nulle part. Et je profite aussi pour dire à ceux qui ont organisé cet espace-là, on a la chance, le rapporteur spécial de l'ONU est ici, et sont des gens suffisamment influents qui peuvent vraiment changer le cours des choses et qu'ils disent à ceux qui veulent investir dans l'agroécologie, dans une agriculture plus propre, qui finance les chercheurs. Si c'est Bill Gates qui donne son argent, il ne peut pas dire d'aller former les gens en agroécologie. Moi, je pense que vraiment, moi, je félicite Agra, je félicite tous ces chercheurs-là qui ont été dans une école où on leur a appris enfin, une manière de faire et qu'on leur dise que non, ce n'est pas ça. Et que ces gens-là qui donnent l'argent leur disent c'est ce que vous devez faire. Vraiment, c'est compliqué de ne pas faire ce que Agra leur a pardonné, ce que Bill Gates leur a proposé. Moi, j'ai assisté à plusieurs réunions, à plusieurs validations de projets où vous passez 3 jours à faire des propositions, mais c'est ce que les gens écrivent dans leurs documents qu'ils ont toujours exécuté. Alors, non, ça dit, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller à un syndicalisme paysan,
vraiment éveiller la conscience des gens pour qu'ils puissent influencer la politique de leur gouvernement. Ne votez plus pour des gens qui ne vont pas vous écouter. Je m'en arrête là en disant à nos amis paysans qui se forcent à être dans des associations pour influencer la politique de leur pays. Je vous remercie. Ok, donc merci à Omer Agoligan de cette intervention qui aussi était une interpellation, je crois, de Saïdou Kaboré, qui est le député auquel Omer faisait allusion, Saïdou Kaboré de la commission interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à qui je donne la parole peut-être avant de retourner à Fadel Ndiamé. Saïdou. Merci de me donner la parole. Je salue la pertinence et le dévouement que les producteurs ont eu durant les 3 jours. Je vous rassure que nous allons, comme vous l'avez fait, sous le contrôle du ROPA, nous allons interpeller à travers une plénière les responsables de Agra. Ils vont venir devant le comité interparlementaire qui regroupe les 8 pays, exposer leur vision. Et au même moment, moi, j'aurai à côté les conclusions de ces travaux où les gens pourront voir qu'est-ce qui a été comme acquis et quelles sont les divergences qui persistent. Alors, moi, de ma petite expérience, j'étais à la 65e session de l'ONU sur l'économie mondiale, décembre l'année passée. Le problème de l'implication du privé reste une question fondamentale. Alors, donc, je vous demande à continuer la réflexion sur cette question. Parce que, quoi qu'on dise, dans tous les domaines, les États ont lancé un appel à une implication plus grande du privé dans tous les secteurs de développement de l'économie. Alors, maintenant, est-ce qu'au niveau de l'agriculture, que pourrait être le rôle que le privé doit jouer? Ce qui est sûr, ils peuvent ne pas jouer les premiers rôles, mais le privé ne peut pas rester à marge. Alors, s'agissant des lois et des règlements, les réformes agraires et foncières des États seront alors relues, seront examinées, harmonisées au niveau de l'espace UMOA. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de l'éducation, nous sommes arrivés à harmoniser les programmes, les examens, etc., etc. Au niveau de la santé, nous avons progressé, on a harmonisé. Au niveau de l'agriculture, dans l'espace UMOA, il y aura une harmonisation des réformes agraires et foncières. Alors, donc, pas d'inquiétude pour certains pays, comme le Mali, qui pose des problèmes de propriété foncière et choses et autres, foncières et autres. Dans tous les cas, le seul esprit que vous devrez avoir, c'est que l'État utilise l'argent du contribuable. Et dans ce système, aucun groupe, aucune organisation ne peut être épargnée quand il s'agit de l'argent du contribuable. Et là, ça relance la problématique du rôle que les producteurs doivent jouer. Et je vous interpelle à ratisser large au sein de vos organisations paysannes. Tant que vous serez en petit nombre, tant que vous n'allez pas coopter des compétences, tant que vous n'allez pas véritablement jouer le jeu démocratique au sein de vos organisations, il reste que vous serez toujours faible sur tous les plans. Donc, le problème est à votre niveau. Si vous arrivez à régler le problème à votre niveau, aucun intellectuel du monde, soit-il fort ou puissant, ne pourrait vous contredire parce que ce soit en Europe, aux États-Unis et tous, la plupart des intellectuels sont issus, beaucoup sont issus d'enfants de producteurs. Donc, théoriquement, vous êtes les aguerris de la question. On ne vous retire pas cette,
substance, prérogative que vous avez. Mais je tenais quand même à rappeler, comme le temps est très bref, que dans un système de ce genre, la synergie d'action de tous les efforts, de toutes les composantes devrait être le leitmotiv, l'élément essentiel de votre discussion. Et au lieu de rester figé sur des positions qui ne pourraient pas vous faire avancer. Là, je m'arrête là et je crois que nous, enfants de paysans, on a le devoir moral de vous soutenir. Le devoir financier et autres, on le fait tous les jours. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez le soutien de l'UMOA, vous avez le soutien de son organe parlementaire, mais le débat reste toujours à votre niveau. Et je vous remercie et merci. Et à la prochaine. Alors merci beaucoup à Seydou Kaboré pour ses réflexions. Je rappelle 3 points très importants, je crois, de son intervention. 1, il propose une audition des propositions, des projets d'AGRA devant le comité interparlementaire de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 2, il nous dit qu'il est important, urgent de réfléchir sur le rôle du privé, notamment dans le secteur de l'agriculture. Rappelons tout de même qu'indépendamment du fait que le secteur privé n'est pas, lui, contrôlé par les élections, par l'opinion publique, il a un rôle tout à fait important et influent aujourd'hui, alors que les États sont sans budget et sont incapables de véritablement, sans l'investissement privé, avancer dans la réalisation des objectifs qu'ils se donnent. Or, le privé, il est à la recherche d'abord des marchés solvables, et c'est dans cette direction-là que ces investissements s'orientent. Et le privé, en général, a tendance à ne pas vouloir payer les externalités environnementales, sociales que son action cause parfois. Et donc, effectivement, le rôle du secteur privé dans la conduite de politiques qui en principe sont publiques, de politique agricole en l'occurrence, peut parfois poser des questions, et je pense que Seydou Kaboré a tout à fait raison de poser la question dans ces termes-là. Et puis Seydou Kaboré a amené une 3e réflexion qui me paraît importante, c'est l'importance du rôle, enfin l'importance du niveau régional. Autant moi je suis très dubitatif vis-à-vis de la mise en concurrence d'agriculture de différentes régions du monde qui sont très différentes dans leur compétitivité respective et qui souvent créent d'importantes victimes parmi les pays en développement parce que ceux-ci ne sont pas suffisamment soutenus par leur gouvernement, autant je crois que le développement de marchés locaux et régionaux peut être très important, et l'UMOA est sans doute le niveau adéquat auquel réfléchir le développement des marchés pour les produits agricoles dans cette région, qui mettent en concurrence non pas des agriculteurs ayant des niveaux de compétitivité et de soutien très différents, mais des agriculteurs qui peuvent trouver dans ces marchés au fond des débouchés parfois intéressants et des complémentarités. Alors, je voudrais peut-être maintenant passer la parole à Fadel Ndiamé en le remerciant de sa patience, puisqu'elle avait demandé la parole il y a un certain temps déjà.